Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Sony Ericsson Xperia Kino V, qui est en fait une version un peu plus légère entre guillemets du premier Kino, donc j'avais déjà testé. Et ce qui est intéressant avec ce Kino V, c'est que finalement au niveau des spécifications, il est quasiment similaire avec le premier Kino, mais il a juste un appareil photo 5 mégapixels au lieu du 8 mégapixels qu'on avait sur le premier Kino. Alors il y a une autre différence également, c'est la micro SD qui est fournie avec, qui est de 2 Go plutôt que 8 pour cet appareil. Mais sinon c'est vraiment tout. On va quand même passer par les spécifications, mais d'abord on va faire un petit déballage très rapide. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a voilà, des écouteurs assez classiques et les notices. Ça c'était dans ce petit tiroir là. Enfin tiroir, ce petit élément là. Et puis ensuite on a un élément pour recharger l'appareil, donc qui se branche au mur. Ça c'est assez intéressant. Alors on a d'abord on a l'USB, un câble USB, micro USB, et ensuite on a un câble. Je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Voilà, allez, hop. Voilà, c'est du HDMI, micro HDMI. Et ça, c'est parce que le Kino V possède un port. Comme vous le verrez juste après, apparemment, ma caméra n'arrive pas à faire le focus. C'est pas grave, c'est un câble, vous connaissez. Alors, au niveau du design, c'est un appareil qui ressemble exactement au premier Kino. Et au niveau des specs, c'est ce que je vous disais, c'est assez similaire également. Alors on a quoi? On a un écran 3.7 pouces de résolution 480 par 854, donc qui est la même chose que sur le Kino. Quand je vais passer dans les specs, s'il y a des éléments qui changent, je le spécifierai, mais sinon c'est exactement la même chose. Un écran qui utilise la technologie Bravia Engine, qui était également présente sur le premier Kino. 320 MO de mémoire interne qui est pas grand chose, mais vous pouvez aller jusqu'à 32 Go via micro SD, et vous avez une carte 2 Go fournie, 512 de RAM, l'appareil photo 5 mégapixels. Donc ouais, juste avant sur la mémoire, comme je disais au début, là-dedans on a une carte 2 Go fournie, on en avait une de 8 sur le premier Kino, bon ça c'est une des différences. 512 de RAM, un appareil photo 5 mégapixels, autofocus LED, on avait 8 mégapixels sur le premier Kino, et il peut filmer en 720p, pareil que le Kino. Une caméra frontale VGA, un processeur 1 GHz, un GPS, AGPS, une batterie de 1500 mAh. Et au niveau de l'autonomie, on est sur la même chose que le Kino, en annoncé à peu près 7 heures en communication et environ 15 jours en veille. Bien sûr, c'est un petit peu moins que tout ça. J'ai pas pu vraiment tester l'autonomie, je l'ai pas eu assez longtemps, hélas. Alors au niveau du prix nu, c'est là que ça devient assez intéressant. On a 240 € en moyenne pour le Kino V, contre environ 300 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez pour le premier Kino, encore maintenant, même si l'appareil est disponible depuis plus longtemps. Donc ça c'est intéressant, cette petite différence de prix en nu. Et je précise en nu parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les offres avec opérateur, enfin avec pack forfait, on se retrouve avec du 1 € avec forfait en moyenne sur les deux terminaux. Donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité de prendre l'un ou l'autre avec forfait, vous prenez celui qui est le mieux spéqué, qui est mieux équipé. Donc vous prenez le premier Kino avec son appareil photo 8 mégapixels. Mais si vous souhaitez acheter un appareil nu en dessous de 300 €, que vous avez environ 250 € de budget, le Kino V me semble intéressant. Alors on va regarder le design de cet appareil, et qui est exactement le même que le premier Kino, mais il est plutôt joli ici dans sa version blanche. Donc vous voyez à l'avant la caméra frontale VGA et quelques capteurs, l'écran 3.7 pouces, en dessous les boutons, et il y a des boutons physiques, mécaniques, donc ça c'est plutôt sympathique. On a retour, accueil et menu. Côté droit on a un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le bouton de volume qui est sur la tranche, qui est au milieu en plus. C'est un peu spécial, mais c'est comme sur le Play, c'est assez original disons. Et on a un bouton dédié pour l'appareil photo.
qui est plutôt une bonne chose. Malgré le fait que ce soit du 5 mégapixels, ça reste quand même un appareil bien conçu pour la photo. En dessous, on a le micro et le petit trou ici pour ouvrir la coque arrière. On n'a rien sur ce côté-là. Petit effet chromé, mais ça, tout est en plastique. Hein. Tout est en plastique. Et sur le haut, le jack 3.5. On a 2 caches. Un pour le HDMI et un pour le micro USB. Qui permet également de recharger l'appareil de façon assez classique. Et c'est à peu près tout ici. Et oui, à l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels, son flash, LED, le petit logo Sony Ericsson. Et puis c'est tout. Hein. Donc c'est un appareil qui tient bien en main. J'aime bien son form factor. C'est vrai que du 3.7 pouces, c'est plutôt dans la... Disons que par rapport aux appareils haut de gamme Android, c'est en dessous en termes de taille. Et ça fait plaisir de temps en temps de prendre des appareils avec des écrans un petit peu plus petits, même si finalement on a quand même de la place sur du 3.7 pouces. Et niveau finition, ça va, c'est du full plastique comme je vous disais, vraiment de partout, mais ça se ressent pas trop. Bien sûr on le sent, il est assez léger, etc. Mais quand on le tient en main, il craque pas trop, c'est plutôt agréable, c'est bien conçu globalement. Alors on va passer à l'interface. On déverrouille l'écran en appuyant sur le côté ici. Et ensuite, après, on a un système de déverrouillage là. Et là, c'est pour changer le mode. Donc là, j'ai mis le son activé, son désactivé très rapidement. Et on ne peut pas accéder au tiroir des notifications de cet écran. Je fais référence là à Android 4.0 quand je dis ça. Mais c'est vrai que c'est assez classique pour du Gingerbread de toute façon. Et puis, alors pour l'interface, moi je vais aller très très vite parce que c'est exactement la même chose que sur le premier Kino. C'est exactement la même chose que sur tout ce qui est Arc, Ray, etc. C'est la surcouche de Sony Ericsson dans cette version-là, sur les terminaux 2011, en comparaison avec le tout dernier qui a été annoncé, le Xperia S, qui lui a une surcouche différente. Donc ça fait partie des derniers appareils sous cette surcouche-là, et je pense que vous savez que Sony Ericsson a été complètement racheté par Sony, donc qui s'appelle maintenant Sony, il n'y a plus de la partie Ericsson. Donc là, ça fait partie finalement des derniers appareils avec la mention Sony Ericsson dessus, et ce design assez caractéristique de cette gamme 2011. Et d'ailleurs qui suivait même à tous les autres appareils Sony Ericsson qui se ressemblaient pas mal à part l'Arc. Bon, donc on a ça, un système de page d'accueil, le pinch ici pour afficher tous les widgets. Hop, c'est des widgets interactifs, on en a pas mal qu'on peut mettre. On reste appuyé ici, on va chercher les widgets. Là on a l'agenda, 10 heures. Ça c'est des trucs préinstallés, alors je sais pas tout ça, je sais pas ce que c'est. Mais bon, après ça, vous pouvez installer d'autres widgets si vous n'appréciez pas ceux qui sont préinstallés. On a vidéo unlimited et normalement musique unlimited également, qui doit être, je sais pas trop où. Ok, il est pas là, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est un système, un service d'accès à de la musique et à des vidéos, donc qui permet de louer sur un service proposé par Sony. C'est légal, etc. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, ensuite le tiroir des notifications, très classique sur ces terminaux là. Et ensuite le dock en bas avec ici des systèmes de dossiers. Ça marche plutôt bien, que vous pouvez mettre dans le dock, mais pas uniquement, vous pouvez également en créer ici. Le truc que j'aimais bien aussi avec cette surcouche, c'est que quand vous bougez les widgets, il y a des petits effets, des choses comme ça, c'est assez bien fait, et c'est plutôt joli et agréable à utiliser. Voilà, je pense que là on a fait le tour par rapport à ça. Alors, au niveau de la composition de numéros, voilà, vous pouvez composer un numéro ici. Je voulais juste regarder quelque chose, valider. Par exemple, toi, je me rappelle plus des numéros, ok, je mets 00. Voilà, c'est ce que je me rappelais plus vraiment, mais effectivement, il n'y a pas de proposition quand vous tapez. Ça, c'est peut-être un problème, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le journal des appels, la liste de vos contacts, vous pouvez faire défiler par lettre ici, accéder à un contact là. Là, j'ai son anniversaire, c'est lié à Facebook.
mais je pourrais avoir plus d'infos si je l'avais synchronisé réellement avec Facebook via Facebook Inside Xperia. Il faut que je la sélectionne, je sais plus. Les informations de contact ne sont pas modifiables sur ce périphérique, ok, c'est normal. Voilà, globalement, ça c'est pour les contacts. Et alors, cette intégration Facebook, moi, je vais pas la tester vraiment ici parce que j'ai configuré mon compte Facebook, mais je crois pas l'avoir bien réglé. Donc, si vous voulez voir un aperçu de ça, vous regardez par exemple, je crois que ça c'était sur le Ray ou sur l'Arc, non, sur l'Arc S. Vous regardez le test de l'Arc S et vous avez voilà, tous les détails par rapport à cette intégration. Hop, puisque sur celui-là, je vais essayer d'aller assez vite. On a les favoris également ici, c'est vos contacts préférés que vous mettez en avant. Au niveau de la messagerie, on a un système assez classique, c'est des discussions par contact. Ensuite, on a des systèmes j'allais dire de bulles, mais c'est pas exactement des bulles. Enfin, voilà, on peut faire ça. Alors, attendez, j'essaie de... Hop, on va rajouter un destinataire. Voilà. Toc, on voit. Voilà, ça fait des systèmes de bulles ici. On peut rajouter des photos, des vidéos pour transformer un SMS en MMS. Et hop, on peut passer en mode paysage. Ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien fait. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer un truc. On va regarder ça tout de suite. C'est au niveau de la saisie texte. Parce que bon... en termes de largeur d'écran, c'est vrai que 3.7 pouces c'est pas énorme et du coup on peut se dire que le clavier par défaut va pas être très utilisable, il va falloir peut-être télécharger d'autres claviers, puis c'est pas tout à fait le cas moi je trouve. Alors je vais vous montrer ça. Salut les amis, ça va. En fait il est très je sais pas comment on peut dire ça, mais il corrige beaucoup. C'est-à-dire que par défaut, vous avez vu, je sais pas, pendant que je tapais salut les amis, je me suis vraiment planté. Parce que c'est vrai que avec taper avec les pouces sur des lettres aussi petites, elles sont pas si petites que ça, mais quand même, c'est pas énorme en termes de taille. C'est pas pratique, c'est pas très facile, et du coup, il est assez indulgent, disons. Et c'est pas trop mal. Alors après, ça dépend si vous voulez écrire. Il me semble que j'avais testé avec, par exemple, ça. Non, ça fonctionnait. Je sais plus ce qu'il y avait qui marchait pas. Mais globalement, je l'ai trouvé vraiment plutôt pas mal. Et là, en paysage, vous avez toute la place qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Et l'écran, tout est plutôt bien géré, je trouve, par rapport à la taille du clavier et la place que vous avez là. Vous avez au moins 400 lignes ici, ce qui est vraiment bien fait. Donc, moi, je pense que niveau CI texte, vous n'aurez pas forcément besoin de télécharger des claviers alternatifs. Je pense à des trucs comme Swipe ou SwiftKey, enfin plutôt SwiftKey, qui est quand même pas mal. Moi je trouve que le clavier par défaut est vraiment pas mal du tout. Mais si vous l'aimez pas comme d'habitude, vous pouvez le remplacer. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc les contacts, on a vu la messagerie, on va aller vite fait sur le web. Donc là je suis connecté en Wi-Fi. On peut ouvrir le menu ici en appuyant sur le bouton là et on accède aux favoris. Donc là j'ai mes favoris, les pages les plus visitées, l'historique. Ok, ça c'est classique. On a la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors ça il m'a mis par défaut la page Sony Ericsson, mais vous pouvez la configurer comme vous voulez. Et on peut naviguer parmi les fenêtres ouvertes comme ça. Ok, donc là je suis sur la page. Toc. On va dézoomer un peu, très bien. Alors au niveau de la résolution, c'est vrai que là par exemple le texte est vraiment tout petit. Donc si on zoome un petit peu, moi je trouve que ça va. Par exemple là je zoome, et si vous faites un double tap, ça remet en page le texte. Et ça c'est vraiment bien fait également. Enfin je dis également par rapport à, je compare à, je sais pas, des systèmes comme chez HTC où c'est pas mal du tout. Chez Samsung aussi, mais là je trouve que Sony Ericsson fait toujours un très bon boulot là-dessus. Du coup, vous faites un petit double tap et vous avez directement le texte qui se met en forme. Ça, c'est une option que j'ai même pas eu à régler, c'est par défaut. Et ensuite, si par exemple je zoome un peu, normalement, voilà, là, si je fais double tap, il le remet en page également. Et donc, ça vous permet par exemple de lire assez facilement un article complet sans avoir à zoomer, dézoomer, scroller dans la page, ce genre de choses. Donc, ça, c'est bien fait.
Et ça j'aime bien. Et on va aller voir du coup vite fait un autre site un petit peu plus lourd pour parler plus de la fluidité. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer par contre, c'est voilà, au niveau de la lecture de flash, tout ça. C'est vrai que pour les vidéos YouTube, bien sûr, il va vous proposer toujours la solution d'aller voir l'application, enfin d'aller regarder la vidéo dans l'application. Et là, ici, c'est le cas. Alors, je sais que je viens juste de le configurer pour tout vous dire. Et je l'ai manipulé un petit peu. En fait, il a installé le Flash Player au passage. Je suis pas sûr qu'il ait pris en compte encore l'installation du Flash Player. Normalement, vous pouvez lire le flash sur l'appareil, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, pour des vidéos, c'est très simple. Vous passez par l'application YouTube. C'est le plus pratique a priori. Qui n'était d'ailleurs pas dans sa dernière version ici. Ok, on va aller sur un autre site. Si j'arrive à taper, c'est vrai que quand on appuie la correction, c'est pas forcément facile. Notamment c'est sur des URL comme ça. Ok. Alors c'est marrant, on a toujours ces petits boutons là pour zoomer, dézoomer alors qu'on peut quand même zoomer, dézoomer en multitouch. Et je vais attendre vraiment que tout soit bien chargé pour voir un petit peu niveau performance que ça vaut. C'est vrai que là je le mets un peu au défi parce que c'est un site un peu lourd. Ouais bon, c'est pas vraiment ça quoi, comme vous pouvez le constater. C'est pas extrêmement fluide. Au niveau du zoom des zooms là, il galère un petit peu sur une page comme ça. On va aller sur un article pour voir qui sont. Normalement, c'est des articles un petit peu plus. Enfin, des pages un peu plus légères. On va attendre, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici? Bon, là, ça a l'air un petit peu mieux. Je peux zoomer, dézoomer. C'est un peu plus fluide, effectivement. Donc, tout va dépendre également des pages sur lesquelles enfin, des sites que vous fréquentez sur votre appareil. C'est vrai que si ces sites ont des versions mobiles, c'est préférable de les utiliser. Maintenant, vous voyez sur des pages comme ça, vous pouvez quand même les consulter. Le seul problème, c'est si les sites ont des. Par exemple, je pense aux pages d'accueil qui sont parfois un peu plus lourdes que les pages d'articles. C'est un petit peu compliqué. C'est possible, hein, tout à fait. C'est pas un appareil entrée de gamme, hein. C'est du moyenne gamme. Et donc c'est possible, mais c'est juste que c'est pas super agréable, super confortable. Par contre, vous pouvez tout à fait consulter un article comme ça, et vous mettez dedans, vous le lisez, et vous pouvez également faire des copier-coller de texte de cette façon. Et ça, c'est vraiment bien fait, c'est assez classique, hein. C'est un système plutôt classique, vous avez vu, vous appuyez pour faire copier, mais ça marche bien, je trouve. D'ailleurs, au niveau des fonctionnalités ici, on peut ajouter un favori, rechercher sur la page, accéder à la liste des téléchargements. Dans les paramètres, on peut régler la taille de la police, la taille de la police, le zoom par défaut, l'aperçu des pages, etc. Redimensionner. Ça, c'est pour le texte. Puis bon, on a tout ça. On a pas mal d'options, hein, mais c'est les options classiques. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour pour le web. Globalement, c'est largement envisageable de l'utiliser comme appareil pour surfer sur le web. Le seul problème, c'est que sur les pages un peu lourdes, ça va devenir un petit peu compliqué. Après, si vous désactivez les plugins, le JavaScript, etc., alors peut-être pas le JavaScript, mais au moins les plugins comme le Flash, ça devrait tourner un petit peu mieux. Mais globalement, c'est pas une bête de course. C'est pas un champion pour tout ce qui est navigation sur internet, mais c'était à peu près la même chose, hein, sur Promikino. De toute façon, ils sont sur la même infrastructure, la même version de l'OS et surtout le même processeur, donc derrière il n'y a pas beaucoup de différence là-dessus. Timescape, que vous connaissez je pense, qui permet de naviguer de façon d'après moi pas très pratique, mais bon, c'est assez sexy,
sur vos réseaux sociaux, donc là les Facebook, Twitter, etc. Et pas uniquement, vous avez aussi vos SMS si vous en avez qui arrivent là-dedans. Voilà, c'est un petit peu le social hub de Sony Ericsson. Ils ont tous leur petit logiciel qui permet de faire ce genre de choses, leur petite application, disons. Hop, on accède à la bibliothèque ici. Donc c'est un lecteur qui est plutôt sympa au niveau de la musique, moi j'aime bien. On a toujours le même d'ailleurs. Je vais passer en mode paysage, je me rappelle plus ce qu'on a. Ouais, on a juste ça en fait. Toc. Voilà. Ok. Album, morceaux et les listes de lecture. On va aller voir ça. Quand vous lancez un morceau, alors je vais en prendre un autre parce que celui-là c'est pas très... Voilà. Quand vous lancez un morceau, enfin quand vous rentrez dans un album, pardon, vous avez le fond de la pochette qui vient illustrer la page. Je trouve ça c'est bien fait. Et ensuite après, là voilà, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là on a l'écriture en jaune, le fond jaune, etc. Et oups, je sais pas ce que j'ai fait, on va utiliser le multitâche que je vous ai pas montré. Voilà, toc, on passe par là. On va aller là, on va lancer ça. Ou bien celui-là. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai eu un petit doute quand j'ai vu celle d'avant, mais en fait le thème et le texte va s'adapter à la couleur principale de la pochette. Vous avez vu juste avant c'était jaune, et là je suis sur un visuel rose. Et du coup, ça va m'afficher ça en rose. C'est un petit détail, hein, mais c'est des petits trucs comme ça qui sont assez chouettes. Alors hop, on va regarder vite fait l'interface. Donc là, on dirait une option pour faire shuffle, mais non, c'est pas ça. C'est une option pour aller un tout petit peu plus loin, on va dire, rechercher des infos sur l'artiste avec Wikipédia, sur Google, sur YouTube. Hop, là on accède à la playlist en cours. Toc, on peut naviguer dans le morceau assez facilement. Et là, on revient en arrière avec pour l'accès à ça. Et on va écouter un morceau. Vous voyez là par exemple c'est plutôt rouge, du coup le thème est rouge. Ok, alors niveau qualité du haut-parleur au début, je pense que ça s'entend à travers le micro, mais au début c'était pas trop mal. Mais moi je savais qu'il y avait un petit truc qui allait pas, c'est que quand vous lancez des morceaux déjà qui sont un peu plus avec un volume global un peu plus haut, ou bien voilà un peu, comment dire, des morceaux un peu plus dynamiques comme ce dernier que je viens de lancer, où il y a des grosses guitares, etc., où ça demande finalement un peu plus de précision pour pouvoir bien, entre guillemets, apprécier le morceau. Et ben là, on voit que c'est pas terrible du tout, ça crache, ça sature pas mal. Vous pouvez baisser le volume un peu, du coup. On va essayer ça. Et nécessairement, c'est un petit peu mieux. C'est vrai qu'on a ce problème qu'on retrouve parfois sur les smartphones, c'est que le volume général est assez élevé, c'est pas trop mal, mais la qualité est moyenne si vous le laissez à fond, donc il va falloir baisser un petit peu en fonction des morceaux. Donc ça c'est le petit reproche que je pourrais faire à ce haut-parleur. Sinon après vous pouvez toujours bien sûr écouter de la musique avec le jack 3.5 et il n'y aura pas de souci, d'autant plus que bon, l'interface est plutôt sympa, plutôt réussie, donc c'est assez agréable à utiliser. Et je voulais juste revérifier un petit truc, donc je vais mettre un autre morceau pour faire ça, c'est pas grave, on va mettre ça. Je me rappelle plus trop en fait.
qu'au niveau de la lecture musicale, là, vous n'avez pas vraiment un player qui permet de contrôler dans le tiroir. Et par contre, vous avez ce widget là, hop, voilà, qui est plutôt bien, qui est plutôt bien visuel et tout. Alors là, c'est pas la pochette qui s'affiche, il y a un petit bug. Mais voilà, il y a ça. Et puis ensuite, je sais plus s'il y a quelque chose sur l'écran. Non, il n'y a rien. Voilà. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la galerie. Classique Android. Vous pouvez naviguer parmi vos photos. Et c'est plutôt fluide. Vous pouvez zoomer, dézoomer, voilà. Il y a un petit chargement et ensuite, voilà, ça permet d'aller assez vite. On va regarder. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit truc que j'ai fait avant le test, pardon. C'est un comparatif finalement entre l'appareil photo du Kino V et du premier Kino. Donc la grosse différence que vous allez constater, c'est quand vous zoomez dans vos photos. Alors si vous voulez faire de l'impression déjà parce que la résolution est plus élevée sur le Kino, donc c'est préférable. Mais derrière, on le voit assez bien, je pense, sur une photo comme celle-là, qui est à peu près du même endroit. Alors c'est pas la même lumière, etc. Mais bon. On voit par exemple ici c'est écrit ouvert le lundi, là on n'arrive pas à lire le texte, là on voit les lignes ici, alors bien sûr c'est zoomé et agrandi pour pouvoir bien le voir, donc la qualité est horrible, mais c'est justement ça le but, c'est de voir les détails quand on commence à zoomer. Là on voit la ligne est à peu près droite, là c'est un peu plus flou, certains éléments comme ça, et quand on dézoome finalement ça se voit un tout petit peu mais pas tant que ça, donc si vous avez besoin d'envoyer vos photos sur Facebook, partager avec vos amis, même faire des petits montages sur votre ordinateur, sincèrement, vous n'avez pas besoin forcément de 8 mégapixels. Si vous voulez faire de l'impression, commencer à aller un peu plus loin, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, achetez-vous un réflexe. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, bon, d'après moi, les deux appareils se valent largement et je pense pas aujourd'hui qu'il y a un intérêt vraiment... Enfin... qui est, comment dire, il n'y a pas une valeur ajoutée suffisamment grande d'après moi aux 8 mégapixels par rapport aux 5 pour justifier les 50 € en plus à mettre. Mais bon, après c'est vous qui voyez si vous estimez que la différence est trop importante. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit aperçu, vous regardez sur mon test écrit sur testmobile.fr celui du Kino, et quand j'aurai posté celui du Kino V, vous comparez les deux photos. Et vous faites votre propre avis là-dessus. Le truc à savoir, c'est qu'il n'y a pas de support de DivX en natif. Par exemple, là, normalement, j'ai un fichier DivX et il ne s'affiche pas, mais vous pouvez les lire en installant des applications tierces. Comme Rogue Player. Alors, je l'avais jamais installé sur celui-là. Voilà, vous accédez ici. Et il est où ce fichier? Il est là. On va faire ça. Voilà, donc vous voyez, moi ça m'a pris 2 secondes de télécharger cette application, il y a des pubs et tout, mais bon voilà, elle est pas mal, après vous en avez d'autres. Donc pas de support en natif, mais un accès assez facile finalement à la lecture DivX, comme sur tous les appareils Android, disons à partir de moyenne gamme, pour avoir des performances suffisamment bonnes pendant que vous êtes en lecture. Ok, l'appareil photo, alors qui est avec une interface qui date du premier Arc, qui était vraiment bien, et ils sont restés dessus, en tout cas là pour cette gamme là, toute la gamme 2011 avec tous ces systèmes défilant sur les côtés. Donc là les photos, hop, je sais plus, voilà comme ça, on peut les faire défiler. Donc ça c'est plutôt bien. On a ici les settings, les paramètres. Alors petit rappel, quand vous mettez en mode automatique, vous avez moins d'options, c'est normal. Si vous l'achetez et que vous n'avez pas autant d'options que moi, vous allez là, vous faites normal et vous récupérez toutes ces options là. Mode de focus, vous pouvez les mettre macro, vous pouvez définir pas mal de choses, la balance des blancs, stabilisation d'image, résolution, donc 5 mégapixels, c'est du 4 tiers du coup,
Si vous faites du 16:9, vous pouvez passer en 3, mais bon, après vous restez là-dessus. Là, on a la caméra frontale. On a différentes scènes ici. Pareil, ça marche bien. Il y a pas mal de trucs. Je regardais, il y a documents, des choses comme ça, ou nuit, portrait crépuscule, ce genre de choses. On va désactiver ça. On a le flash on-off, réduction des yeux rouges, flash d'appoint. On a pas mal de choses, hein, vous voyez. Donc ça a beau être du 5 mégapixels, ça n'a rien à voir avec, avec le fait qu'il y ait des fonctionnalités dans l'interface, et ça c'est plutôt bien. Vous pouvez aussi ouvrir le menu en appuyant là. Et alors pour prendre une photo, ce qui est bien, c'est que vous avez un bouton dédié. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bouton. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Toc. Donc, vous pouvez prendre une photo ici. Donc là il me dit que je suis un peu près. Normalement il a quand même pris la photo, vous la voyez là-haut. Et normalement j'ai aussi voilà, la prise au doigt, donc ça c'est à régler dans les paramètres, mais par défaut c'est activé. C'est prise de vue avec via écran tactile qui s'affiche là. Et tout ça c'est vraiment très bien. Et si vous voulez avoir un aperçu de la qualité, vous pouvez regarder le test écrit sur testmobile.fr. Alors quand vous êtes en mode vidéo, vous avez vu, ça zoome un tout petit peu plus. Et là on est en 16:9 en HD 720p, comme vous pouvez le constater ici, avec un système d'autofocus continu. Voilà, qui est plutôt rapide, ça va. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Hop. Non, il n'a pas changé le focus. On va regarder. Toc. Vous voyez, c'est assez rapide, ça va. Alors, en bonne condition de lumière, ça aide quand même. Faut bien l'admettre. Je sais qu'il me semble qu'avec le premier Kino, voilà, quand il fait le focus avec une faible lumière, il galère un petit peu plus. Mais bon, ça c'est normal et c'est valable aussi pour des appareils de gamme un peu plus élevée. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Puis on a voilà, valeur d'exposition, réglage au niveau du micro, on peut le couper, stabilisateur d'image, le mode de focus, détection de visage également, ça c'est sympa. Si en gros vous filmez des gens, il va détecter leur visage et toujours faire le focus automatiquement sur leur visage, activer un éclairage, toc, voilà, ce genre de petites choses. Et c'est plutôt bien, et pareil, vous pouvez avoir un aperçu de la qualité vidéo sur le test écrit et sur la chaîne YouTube. Alors j'ai pas configuré ce client email, mais si vous regardez mon test du Kino, du Arc, c'est toujours le même client, et il est vraiment super. C'est le client avec les colonnes, etc. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Donc je vous laisserai regarder ces tests là pour avoir un aperçu sur ce client email. L'agenda. Voilà, qui est plutôt bien fait. Également ici on retrouve une sorte de système de colonnes si on passe en mode paysage. C'est plutôt bien sûr à synchroniser avec Google Calendar si vous utilisez ce service. Vidéo Unlimited, alors je pense qu'il va falloir que j'accepte certains trucs et que je me connecte, donc je vais pas le faire. Mais bon, comme je vous disais, c'est un système une plateforme qui permet de télécharger légalement des films, des séries. Bien sûr, c'est payant. On a Gmail, Maps, bon, tout ça c'est classique et je pense qu'on arrive un petit peu à la fin là. Toc, c'est à peu près tout. Track ID, c'est une sorte de Shazam qui permet de détecter des morceaux et de vous dire ce que c'est et ensuite pouvoir accéder à des infos dessus. YouTube qui est préinstallé, il y a des petits jeux qui sont installés. Là j'ai Uno. Oups, qu'est-ce qui est planté? C'est l'Android Market, c'est ça, ok. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, en parlant de bugs, j'ai eu aucun bug quand je l'ai testé, donc je sais pas pourquoi il m'envoie ça. Quand même, il y a un truc à dire, c'est que, comme vous le voyez là, Sony Ericsson a tendance à préinstaller pas mal de trucs, d'applications en tout genre. Alors, je comprends, hein, mais il y a des trucs qui sont intéressants, comme par exemple, je sais pas, cette histoire de 3D là, c'est quand vous faites des panoramiques. Et ça donne une sorte... j'ai jamais compris en fait comment ça marchait cette histoire. Mais ça permet de faire des panoramiques et ensuite de simuler un effet 3D. Mais j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de ce truc. Mais bon, c'est préinstallé, c'est des petites options comme ça. Mais par exemple là, on a McAfee Security. Sincèrement, ça sert pas à grand chose.
Ça c'est un truc promotionnel. On a un accès au jeu Gameloft, c'est une pub. D'ailleurs, là il y a écrit in-game ads, donc ok, super. Donc c'est de la pub qui est préinstallée, et ça me. J'admets que ça me plaît moyen, mais bon. Et ça, c'est un partenariat avec Canal+. Je crois que vous avez du coup un accès privilégié à certains contenus, mais je ne suis pas sûr parce que, à mon avis, il y a quand même quelque chose à payer, non? Je sais plus, voilà. Vous devez être abonné Canal+, etc. Bon, ok, en tout cas, c'est préinstallé. Et je ne sais plus exactement comment il s'articule ce partenariat. Musique et vidéo, ça c'est avec l'intégration Facebook. Ça va vous proposer, mais là il va y avoir rien à voir. Mais si vous êtes connecté sur votre compte principal Facebook, ce qui n'est pas le cas ici, et que vous avez pas mal de gens dans votre liste d'amis qui partagent des photos, des vidéos, de la musique, bah, vous les verrez s'ajouter ici. Et c'est assez sympa pour voir en un clin d'œil quelles sont les dernières vidéos, par exemple YouTube, qui cartonnent en ce moment sur le web ou voilà, en tout cas dans votre liste d'amis. Ça, on va pas faire la mise à jour. Play Now, c'est une sorte de plateforme qui permet de télécharger. C'est assez bizarre parce qu'elle rentre un peu en concurrence avec ce qu'on a déjà, mais elle permet de télécharger des jeux, des applications, des choses comme ça. Mais bon, moi attendez, on va peut-être faire la mise à jour, voir si ça prend 2 secondes. Non, il peut pas se connecter. Bon, bah tant pis, désolé. Et ensuite, on a 10 heures préinstallées, mais ça sert à rien puisque il vous propose pas de compte ou de choses comme ça. Par exemple un compte premium avec une offre. Alors je sais pas s'il y en avait une à un moment, mais là en tout cas il n'y en a pas. Et on va quitter ça, voilà, de toute façon il faut créer un compte. Donc ça c'est vraiment des partenariats commerciaux qui sont faits avec Sony Ericsson, et vous avez des choses préinstallées comme ça. Et c'est à peu près tout. Ça c'est pour gérer vos mises à jour. Il me dit que je suis à jour et ça tombe bien. Et je pense que voilà, on a fait le tour. Alors bon, j'avais dit je ferai un test court, finalement j'arrive quand même à 40 minutes, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur un appareil comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour mon test du Kino V. Alors moi, comme je disais au début, c'est un appareil qui ressemble beaucoup au premier Kino. C'est en termes d'interface, en termes de design, en termes de globalement de fonctionnalité. Il y a juste l'appareil photo qui change. Et pour moi, c'est deux terminaux qui se valent largement. C'est très bizarre d'ailleurs de la part de Sony Ericsson de proposer un appareil avec juste une petite variance comme ça sur l'appareil photo. Je sais que Sony Ericsson à une époque avait commercialisé un X10 qui s'appelait X10 HD, mais qui était juste un X10 avec une mise à jour du software qui permettait de faire de la vidéo HD, des choses comme ça. Donc Sony Ericsson aime bien faire ça. Je pense qu'avec maintenant les changements changement stratégique du fait que ça s'appelle Sony, etc., ça va changer pas mal de choses. Je sais pas s'ils continueront à faire ce genre de choses. Je pense que cet appareil est très intéressant, mais que du coup, est-ce qu'il faut acheter un Kino ou un Kino V? Bah écoutez, si vous avez un prix inférieur à 240 € pour un Kino, ce qui est possible, hein, je sais pas chercher. Moi j'ai trouvé 300 €, mais si vous trouvez un prix meilleur que ça peut valoir le coup dans ce cas-là de prendre un Kino, tant qu'à faire. Mais si vous avez cette différence de prix de 50 € de l'un à l'autre, alors vous pouvez prendre un Kino V. D'après moi, ces quelques mégapixels de différence ne justifient pas forcément cette différence de prix. Après, faut bien admettre, 50 € c'est pas non plus énorme, mais moi je trouve que voilà, ça se vaut largement les deux, et vous pouvez le constater en regardant les échantillons sur testmobile.fr. À côté de ça, vous avez un appareil qui est quand même complet pour un prix qui n'est pas forcément excessif, surtout si vous le prenez avec forfait. Donc à voir en fonction du prix, en fonction de vos besoins. Moi je pense quand même qu'avec ce bouton d'appareil photo et le fait qu'il filme en 720p avec autofocus continu, et vous avez vu l'interface de l'appareil photo est plutôt complète également, moi je pense que ça reste, même si c'est du 5 mégapixels, un terminal idéal pour la photographie. Pas à un niveau important, mais de toute façon si vous faites de la photo avec mobile, c'est assez limité, mais quand même qui permet de faire de beaux clichés et de belles vidéos. Donc c'est un appareil vraiment intéressant d'après moi. Voilà, ça c'était pour mon test du Sony Ericsson Kino V, Xperia Kino V. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez appuyer sur like sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à mes vidéos si vous aimez ce genre de test, des comparatifs également. À bientôt.